Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Eh bien c'est reparti, nous c'est la rentrée sur TV Sud. Après une semaine de vacances bien méritées. C'est peut-être les vacances pour certains. Bon courage si vous avez repris le boulot. En tous les cas, les ADD sont là pour vous pendant une heure. Au sommaire ce soir, eh bien c'est lundi et c'est le sport avec pas mal d'événements. Gros événement avec TV Sud la semaine prochaine, 17e édition. C'est lui le créateur, c'est Hervé André Benoît. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Pour le FIS, le Festival des Sports Extrêmes, un grand rendez-vous. Si vous aimez le BMX, le VTT, le wakeboard, le roller, eh bien vous allez vous régaler sur les berges du Lez à Montpellier. Ce sera du 8 au 12 mai prochain. Image dans un instant. Le marathon de Nîmes, 2 ou 3e édition, je crois. Le semi-marathon, pour être précis. Eh bien, c'est le 1er mai. Si vous aimez courir, n'hésitez pas. Les notaires, en tout cas, ils aiment ça. C'est leur deuxième challenge. Mon notaire est dans la course, vous allez voir, histoire de dépoussiérer un petit peu l'image de cette profession. C'est ce qu'ils disent en tous les cas. Oui, c'est pour ça que j'ai mis le... Ah, ça va, professeur? Oui, bon, pour dépoussiérer. C'est très polluant, il me faut dire aussi. Hein. Ils veulent dépoussiérer, donc voilà, en grande forme, ça va, professeur? Ça va, voilà, je suis bien. Vacances bien passées, la retraite se passe bien? C'est bien, oui, je pars aux Antilles lundi prochain. Eh bien, très bien. Tout va bien pour lui. Hein. Une bonne retraite. Festatrail, beau rendez-vous, beaucoup de boulot pour les organisateurs, 17, 18, 19 mai. Dans quelques jours, c'est le moment encore de s'inscrire. C'est du côté de Saint-Mathieu de Tréviers au Pic Saint-Loup. Et Pierre est avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Directeur des courses pour ce beau rendez-vous. On va revenir sur tous les événements du week-end, du bon, du moins bon, avec vous Christophe Chef. Bonsoir Christophe. Salut Julien. Ça va bien? Plutôt bien. Mauvaise nouvelle pour les basketteuses de Latte avec ce titre au pays duquel elles sont passées si près. Coup de latte. Coup de latte. Défaite. Il va être comme ça pendant une heure Hervé, hein. Attention, hein, c'est parti. Hein. La défaite du MHSC, puis quelques meilleures nouvelles pour le Nîmes Olympique qui, espérons-nous, se rapproche de la Ligue 1, et puis le MHB handball qui conforte sa deuxième place en vue de la qualification pour la Ligue des Champions. Et puis on a un reportage à Nîmes, c'est au Stade Kaufmann ce week-end, le rugby dans les quartiers. Bienvenue tout le monde, n'oubliez pas de jouer tout au long de ces prochaines semaines, même pendant les vacances. Kezaki, qu'est-ce que c'est, regardez. Wow, du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Jusqu'au 30 juillet et ensemble pendant une heure, c'est le sport, c'est parti, c'est maintenant. Alors on l'a dit Christophe, évidemment, la désillusion, le coup difficile, mauvais karma pour les basketteuses de Latte qui sont passées tout près du but et du titre de championne de France de basket féminin. Exactement, Julien, on peut dire que Montpellier-Latte avait fait peut-être le plus dur en allant s'imposer 54-62 du côté de Bourges, mais ce sont finalement les Berruyères qui se sont imposés à 2 reprises, jeudi soir dans le cadre de la phase retour et puis samedi soir dans le cadre d'une rencontre d'appui. Victoire 54-64, synonyme d'un 12e titre de championne de France donc pour les basketteuses de Bourges. On va regarder un petit résumé, Julien, de cette partie. Inconsolables, les filles du BLMA l'étaient ce samedi soir, dominatrices tout au long de la saison et même lors du premier match de cette finale, les basketteuses d'Atoa se sont finalement effondrées au plus mauvais moment. Jamais au cours de ces 2 dernières rencontres, le BLMA n'a montré son vrai visage. C'est vrai que c'est dur d'avoir mené toute la saison pour au final finir encore une fois second, mais ça nous montre tout le travail qu'il nous reste à faire pour arriver au niveau de Bourges. Et il reste encore la Coupe de France. Ça sera important pour nous de gagner quelque chose, mais c'est vrai que ce soir on est très déçus. C'est nous qui avons mal joué. Bourges a été supérieur à nous. Et vive la victoire de Bourges, il n'y a pas à dire. Malgré que je sois le président des supporters de Montpellier, eh bien, on admet, il faut admettre une défaite, comme on est content d'avoir une victoire. Déjà, avant-hier, on était persuadés de gagner, mais là, déçus. Je crois qu'on ne sait pas jouer les finales. Malgré son titre de meilleure joueuse de la saison, Géraldine Robert n'a pu empêcher ses larmes. Autre séquence émotion, la petite cérémonie en hommage à Edwige Lawson qui disputait son dernier match à Latte. Mes coéquipières et les supporters, le club en général ont vraiment été super avec moi. C'est vrai que j'aurais voulu terminer justement par un titre, surtout et grâce je sais pas, ces filles avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai quand même eu une longue carrière, j'ai joué avec beaucoup de joueuses, beaucoup d'équipes et pourtant j'ai pris énormément de plaisir ici avec l'équipe de Montpellier.
Reste une dernière échéance à Edwige et ses coéquipières. Dimanche contre Nantes pour la finale de la Coupe de France. Ce sera à Bercy. Voilà, vous avez vu, on ne sait pas jouer les finales, disait cette supportrice du BLM1 qui est assez dégoûtée. Il y a beaucoup de regrets car il y a eu énormément de maladresse. Il y a eu des passages clés où l'équipe du BLMA pouvait véritablement l'emporter bien avant même le match d'appui de samedi soir. Au final, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler, Julien, le printemps de Bourges avec ce 12e titre. Pas mal, attention, concurrence à Jean-Cannes. Avec ce 12e titre de championne de France qui permet donc à l'équipe coachée par Valérie Garnier de venir juste derrière Clermont qui demeure l'équipe de basket féminin le plus titré au niveau national. Bon, Bourges number 1 et Montpellier Latte, 2e. Voilà, on peut regarder d'ailleurs le tableau très rapidement avec les deux rencontres. La victoire Montpellier-Rennes Inter-Berruère 54-62 et puis ensuite la défaite jeudi soir 60-53 et du fait de cette égalité il fallait le match d'appui de samedi soir avec ces 10 points d'écart. Bon, il reste quand même un espoir à la Coupe de France. Je crois que c'est dimanche à Bercy pour les basketteuses du BLMA. Donc on espère évidemment qu'elles vont revenir à Montpellier avec un titre. Et le texte était signé Moinelia Kavi dans le reportage. Et merci à moi. Vous suivez le basket, Hervé? Vous êtes toujours dans vos BMX? Si. Je suis surtout l'actualité justement locale. C'est très important que justement qu'il y ait des Montpellier et l'agglomération puissent vraiment porter haut les couleurs. Donc c'est important aussi. Et puis c'est rare qu'on parle de basketteuses. C'est vrai qu'il faut le dire, on ne parle pas souvent des nanas. C'est avant tout masculin. Oui, masculin. Voilà, c'était l'occasion de mettre en valeur un peu les basketteuses de latte. Oui, non, c'est joli. Il y a le panier, quoi. On peut voilà. mettre la main au panier. Il y a marqué 3 points là, pour dire. C'est marqué 3 points. Oui, il y a beaucoup de, je sais pas, on dit des rideuses d'ailleurs. Oui, on dit des rideuses, tout à fait. Pour Sophie, il y en a de plus en plus et justement ça fera la 3e année qu'on a développé les catégories féminines et selon les disciplines il y en a plus ou moins mais si ça se développe, c'est pas le même niveau, c'est pas aussi spectaculaire mais il y a un style différent et une approche qui est vraiment sympa. Alors ça se développe également votre festival parce que c'est vous qui l'avez créé, hein, Hervé-André Benoît. Ça a commencé je crois à Palavas, ça a continué à Gramont et puis maintenant vous êtes installé depuis quelques années sur les berges du Lez à Montpellier. Ça fait 7 ans maintenant qu'on est sur les berges du Lez. C'est vrai que ça fait 17e édition donc il y a une évolution. Palavas, c'était le début, il y a toute une histoire qui s'est faite là-bas. Il y a des enfants qui sont nés. Il y a des enfants qui sont nés, tout à fait. On a une série, justement, la FIS Expérience. On a 6 dates en France et il y a des plus grands enfants qu'on est en train de développer à l'international. C'est le père du FIS, quand même. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est le grand-père du FIS, bientôt. Oui. Bientôt, tout à fait. C'est une grande famille parce qu'il y a votre frère qui est dans l'aventure. Il y a mon frère, tout à fait, qui est avec moi aussi depuis maintenant 9 ans. Il est avec nous dans la société, tout à fait. Pierre, vous suivez le Festival des sports extrêmes? J'ai pratiqué le skateboard quand j'étais jeune. Donc je le suis à distance parce que souvent on est sur la même période, le même créneau au mois de mai en termes d'organisation. Donc j'ai pas eu encore le plaisir, le privilège de venir sur le FIS. Et peut-être que ça se fera cette année parce qu'on a un léger décalage dans le temps. Voilà, donc mais c'est hyper spectaculaire en effet comme pratique sportive et je comprends qu'il y a un tel engouement ici à Montpellier qui est une ville très jeune. Alors comment se prépare justement cette 17e cuvée du FIS à Montpellier? C'est la semaine prochaine. Bien, un peu humide quand même depuis quelques jours, donc c'est pas simple, mais ça y est, on commence à avoir l'habitude maintenant. Je préfère qu'il pleuve maintenant qu'après, donc ça suit son cours. De toute façon, c'est 12 mois de travail. C'est dès la fin de l'édition 2012, on était déjà sur la 2013, et même là, aujourd'hui, on est déjà sur 2014 à réfléchir à des évolutions. Donc, mais ça se prépare bien, plateau de sportifs, infrastructures, médiatisation, tout se prépare bien. Alors justement, là, on voit quelques images, il faut les construire ces modules, ils sont faits où? Ça dure combien de temps ces constructions de rampes? Alors c'est nous qui les fabriquons, on a développé justement une structure pareille qui s'appelle FISAREA, qui développe des skateparks, donc pour le roller, le BMX, le VTT, le wakeboard. Donc on travaille souvent avec des collectivités pour les vendre et toutes les structures du FIS sont fabriquées dans nos ateliers pour l'instant à Lunel. Et chaque année, on les modifie, on les développe pour que le niveau puisse progresser, qu'on puisse avoir des riders qui passent de nouvelles figures. Donc on les travaille avec les leaders d'opinion, les riders les plus forts de chacune des disciplines. Et puis pour permettre justement donc un envol plus important des riders et de nouvelles figures.
Ce qui est bien, ce sont les riders eux-mêmes qui construisent les rampes. C'est-à-dire, c'est pas des usines, c'est des mecs qui font ces sports et qui disent, moi, je vais les construire parce que je connais mon dossier. Oui, alors c'est tout à fait. Déjà, nous, dans l'atelier qui fabriquons, on a 6 personnes qui fabriquent à l'année pour Fisarea, qui sont tous des riders et en général, c'est des BMXers. Et après, on prend, je dirais, un degré supérieur de niveau de pratiquants, comme on peut avoir, par exemple, Pierre-Édouard Ferry, en mountain bike, Hugo Charbier en wakeboard, pour justement sur la partie FIS où on doit être ultra pointu et puis vraiment en phase avec l'évolution du sport. Donc on a toujours un rider qui nous suit d'ailleurs depuis des années. Des gens qui doivent rien comprendre là, des BMXers, c'est pas un truc, un électroménager, hein, ça se mange pas. Ah oui, parce que c'est un langage spécial quand même. Sportif en BMX. Dans le raider. On n'a pas dit 360, backflip, des runs, mais attention, hein, on fait simple. Ce sont mes camarades qui ne comprennent rien. En termes de structure, quels sont les matériaux employés pour... c'est essentiellement fer qu'on galvanise. Et puis après, on a pour toutes les surfaces de roulement sur les sports urbains, on a du Visa, c'est du bois qu'on fait venir exprès de Finlande qui est vraiment très dur et qui s'abîme peu. Et après, sur le wakeboard, là, il faut vraiment des surfaces glissantes. Et là, c'est du PE, une sorte de plastique, justement, qu'on peut travailler. Donc, je dirais que les matériaux sont assez simples, mais c'est plus après avoir les bonnes courbes, les bonnes cotes qui font que c'est des bons modules. Professeur, vous connaissez le wakeboard? Oui, bien sûr. Moi, le wakeboard, c'est quelque chose que je connais parce que je l'ai vu pendant 17 années de suite, quand même. Hein. Parce que, il était à Subdeco un jour, et puis il s'est dit, je vais rider. Ouais, c'est ça. Et il a ridé. Ça fait 17 ans qu'il ride. Exactement. C'est des rides. Et ride, ça cartonne, 400 000 festivaliers, 1500 riders. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis ce public, 400, 420 000, c'est ce qu'a annoncé la police. C'est ce que je dis souvent. C'est une des forces et l'âme du FIS, c'est ce public qu'on a à Montpellier, un public ça fait 17 ans qu'il a découvert le FIS et qui fait que justement, les riders ont aussi autant envie de venir que ça. C'est parce qu'ils sont portés par une foule qui les connaît et qui leur permettent de surpasser leurs limites. Parce que nos sports, c'est ça. Quand même. Il y a du touriste. Le fils de touriste. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Il faut suivre. Ouais. En tout cas, depuis 17 ans, il n'y a pas de petit FIS. Non. Alors j'ai vu que le FIS a permis d'injecter 8 millions d'euros au sein du tissu local. C'est-à-dire ça rapporte, ça fait bosser les commerçants, le tourisme, les hôtels. Oui, pour être même précis, on avait fait avec Subdeco l'année dernière, avec des étudiants de Subdeco qui avaient un projet autour de ça, c'était d'arriver à valoriser les retombées économiques à FIS et on s'approchait même des 12 millions d'euros, comprenant dedans dans ces 12 millions d'euros les transports. Donc train plus avion notamment, mais sur une enquête de 800 personnes, on était arrivé à 12 millions d'euros de retombées économiques pour Montpellier et son agglomération. C'est un bel argument pour que les institutions, les partenaires, les financiers du moment. Oui, ça marche ça. C'est un événement gratuit, mais ça rapporte. Et ce sont les retombées directes, c'est que derrière il y a aussi toute une image qui s'est forgée autour de Montpellier et de son agglo et de sa région, où c'est devenu la Mecque un petit peu des sports de glisse. Et comme en parallèle, avec la ville, avec l'agglo, avec la région, on développe des événements, des structures aussi tout au long de l'année. Donc l'idée est d'avoir vraiment des touristes justement spécialisés là-dedans qui viennent dans notre région ensoleillée normalement pour pratiquer ces sports-là parce qu'on a les infrastructures, parce qu'on a les lieux, les spots pour pouvoir pratiquer. De quel pays pour assister au FIS? De quel pays? Oui. Parce que ça s'exporte finalement. Des riders, l'année dernière, je crois qu'on avait 48 nationalités différentes. Et pour le public qui vient, on a, je ne fais pas la prétention de dire qu'on a beaucoup d'Australiens qui viennent dans le public. Peut-être ceux qui accompagnent les riders, mais on a quand même beaucoup d'Espagnols, Anglais, Allemands, qui sont vraiment portés sur ces sports-là et quelques Italiens. Et vous refaites cette année aussi l'initiation, les gens vont pouvoir faire de la vague et tout ça, non? Alors c'est le wakeboard qu'on a l'initiation gratuite surtout, et c'est même tout au long de la saison puisqu'on a réouvert sur le bassin Jacqueur le wakeboard. Donc pendant le FIS, pendant les 5 jours c'est gratuit, et après pendant toute la saison c'est gratuit de 9h à 11h le matin. Il suffit de réserver et s'y mettre. Mais Jean va pouvoir venir avec sa trottinette? Non, je serai aux Antilles. C'est dommage. Moi, je fais les vagues là-bas. Je me rappelle plus sa vague préférée. C'était où? On avait fait. Voilà. Tiopo à Tahiti. Tout à fait. J'irai une autre fois parce que non, mais il y a aussi les commerçants qui sont sûrement contents qu'il y ait ce FIS. C'est vrai qu'il y a à la fois des commerçants qui viennent exposer sur le FIS pour se faire connaître, pour développer leur notoriété. Mais c'est vrai que le mois qui suit le FIS, des jeans, non? Il y a bien sûr tout ce qui est autour du surfwear et tout ça, mais
Pas sûr. Le Zinfis, il y a le village, quoi, le village de... Non, mais même les commerces, les magasins spécialisés dans ces sports-là, pendant un mois, ils ont un vrai engouement derrière, un chiffre d'affaires qui augmente, parce que ça crée de nouvelles envies et des jeunes qui ont envie d'aller s'acheter du matériel. Et le soir, la fête le soir? Toujours la fête le soir. On a les afters. Alors. On a déjà 3 nocturnes sportives, le jeudi, le vendredi avec la rampe à Spine et le samedi devant le conseil régional avec du wakeboard. Et puis après, ça enchaîne sur les différents bars Irish et compagnie. Et je parlais de trottinette parce que c'est la nouveauté de cette année. Oui. Ah, pardon. C'est pour ça. Jean, vous pouvez rider avec votre trottinette. Oui. Ah, oui. L'idée, c'est qu'on voit nos skateparks qui sont remplis de trottinettes depuis maintenant quelques années. Donc ça fait longtemps qu'on nous pousse pour mettre la trottinette. Donc cette année, on souhaitait la mettre entre guillemets en démonstration, avec un invitationnel en professionnel seulement, où on devrait avoir normalement les 15-20 meilleurs riders qui seront présents sur la rampe à Spine. Et l'idée, justement, c'est d'avoir une approche peut-être pour l'année suivante, l'ouvrir aussi aux amateurs. Donc FIS.fr pour avoir le programme, vous restez avec nous. On va continuer à parler de rugby. Vous avez suivi la H-Cup ce week-end? Oui, j'ai suivi que les clubs français avaient brillé et seront les deux en finale, tout à fait. Finale 100% française et puis un beau match aussi à la Mosson, même si Montpellier ne faisait pas partie de l'équipe. C'était samedi. Samedi, la demi-finale qui s'est jouée en effet, Julien, au stade de la Mosson avec cette rencontre entre l'ASM Clermont-Auvergne et le club irlandais de Munster. Victoire des Clermontois sur le score de 16-10 avec un score à la mi-temps de 13-3. Un essai de Nalaga transformé par Para, également auteur de 3 pénalités réussies. Un essai côté irlandais grâce à Hurley, transformé par O'Gara, également auteur d'une pénalité. Alors qu'on voit ici ces images. Préciser également qu'il y avait donc une autre victoire française du côté de Twickenham pour Toulon avec... Vous l'avez très certainement vu au long du week-end, un Wilkinson des grands jours. Et une victoire des Varois face à Saracens sur le score final de 12-24. La finale, vous l'avez dit, Julien, aura lieu le samedi 18 mai. On va voir le tableau au stade de Dublin, le stadium de Dublin entre l'ASM Clermont et le Racing Club de Toulon. Ce sera le samedi 18 mai. Alors que nous serons en pleine feria de Pentecôte. Ah voilà, tu vois, la chronique taureau, elle est pas loin. Hein. Bon, pas de top 14, c'était de la H-Cup, mais il y a du rugby également pour les Nîmois, en Fédéral 3 pour le RCNG. Voilà, le RCN qui a obtenu son billet pour les 16e de finale du championnat après cette victoire 19-3 face à l'équipe de Lavalette. C'était hier au stade de Kaufmann, après son succès 22-11 lors du match aller. Le RCN avait quasiment un pied pour les 16e de finale. Il ne restait donc plus bien qu'au coéquipier de Tim Daniel que de transformer l'essai. On le voit, ça a été fait avec la manière, malgré la grisaille de ce week-end. Et donc les Nîmois rencontreront Nice avec une qualification. Donc premier match le dimanche 5 mai à Nice et le second match se déroulera le 12 mai. Je vous propose d'ailleurs d'écouter bien le capitaine Tim Daniel, suivi du président du RCN, Claude Ponto. Terrain qui s'y prêtait pas trop, donc bon, après on s'est appuyé sur nos points forts, donc la conquête devant, la touche et le pack de devant. Après ouais, voilà, on a sorti 2-3 ballons compliqués, les transmissions, le ballon dégueulasse, terrain boueux. Ouais, voilà, on a fait le job, c'est essentiel. On rentre en 16e. Préparation comme on fait d'habitude, hein, voilà, on va s'entraîner normalement. Notre objectif, on l'a tous en tête, même si c'est pas crié sur tous les toits, on sait ce qu'on doit faire, on fera le job et on ira au bout. On passe déjà l'année prochaine, c'est évident. Maintenant, on ne se presse pas, on ne brûle pas les étapes comme d'habitude. D'abord, l'assainissement des finances, après le jeu, et d'abord la camaraderie avant tout, et on arrivera à quelque chose. Voilà, donc la victoire et la qualification du RCN. Il y a toujours beaucoup de débats, vous le savez, pendant les pauses. Pas de classement puisqu'on est en 16e de finale, donc les Nîmois qui sont heureux et qui, on l'espère, avancent dans leur quête de reconquête vers la Fédérale 2. Bon, on va reparler de rugby, mais dans les quartiers, c'était ce week-end, samedi au stade Kaufmann à Nîmes. On va parler du Festa Trail du côté du Pic Saint-Loup dans quelques jours. Et puis Hervé André Benoît, toujours créateur du FIS avec nous, avec le professeur Jean Cane, juste après la pub que voici.